à tous. Je suis très heureux de participer à cet événement CQFD pour la planète. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de permaculture. Super. Alors merci à la Fondation Terre Solidaire, pour l'invitation. Et avant de vous faire visiter mon jardin, j'ai une question à vous poser. Et qui résonne avec la précédente intervention concernant l'autonomie, c'est de vous demander en fait à votre avis. Quelle vidéo? Ok, celle-ci. Voilà. À votre avis, de combien de jours est estimée l'autonomie alimentaire pour la ville de Paris? Voilà. Alors, la réponse, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc, vous voyez, c'est faible. En fait, l'approvisionnement alimentaire se fait via des camions qui alimentent jour après jour tout un flux donc de camions qui viennent apporter les marchandises au magasin. Et en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est que cet approvisionnement dépend lui-même de l'essence, du gasoil et donc du pétrole. Alors, ça nous amène en fait à une chose qui s'appelle le pic pétrolier. Le pic pétrolier, on en parle depuis très longtemps. Il y aura toujours du pétrole sous nos pieds, mais comme le pétrole est une source finie à l'échelle de notre temps, nous allons passer mécaniquement par un maximum de production. Alors, ce maximum de production, il est estimé par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, à 2025. Et l'Agence internationale de l'énergie n'est pas une ONG alarmiste, c'est vraiment un institut très conservateur. Donc voilà, ça veut dire que c'est vraiment demain, ce maximum de production, et que derrière, eh bien, nous allons devoir faire avec moins d'énergie. Alors, peut-être juste pour expliquer le schéma, j'espère que tout le monde voit bien. Le pic du pétrole conventionnel, c'est-à-dire celui qui est facile à extraire, eh bien, ce pic est déjà derrière nous. Il a eu lieu en 2008, et puis sont arrivées d'autres façons d'extraire le pétrole, comme ce que vous voyez en rouge, c'est-à-dire le pétrole, de forage en haute mer, excusez-moi, et la deuxième vague qu'on voit en vert ici pour compenser ce déclin du pétrole conventionnel, eh bien c'est le pétrole de schiste. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long développement sur ce point. Ce qui est important de retenir, c'est simplement qu'on va devoir faire avec moins d'énergie disponible. Je pense que les précédents interlocuteurs et présentateurs vous ont parlé d'autres défis qui sont devant nous. Le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. On sait que les populations de vertébrés ont chuté de 68% entre 1970 et 2016, selon un rapport de WWF. Voilà, on parle de chute de nombre d'espèces, donc des espèces qui disparaissent, mais aussi des populations, des quantités d'animaux qui sont en chute assez vertigineuse. Dernier défi important, c'est l'érosion des sols, puisque les façons de travailler en agriculture amènent à ce que lorsqu'il y a beaucoup de pluie, notamment, vous avez sans doute remarqué des rivières, des fleuves qui se teintent de marron. Eh bien, cet aspect marron vient du sol qui s'en va. Et les techniques agricoles, avec le labour, avec l'absence de création d'humus, eh bien, aboutissent à ce résultat, ce qui fait que l'agriculture est à risque si le sol n'est plus assez, il n'y a pas assez de profondeur de sol pour cultiver. Eh bien, mécaniquement, il y a des terres qui deviennent incultivables.
Voilà. Bon, je passe donc assez vite sur ces différents défis. Ça peut être assez lourd à entendre. Maintenant, ce qui est, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que il y a la possibilité de changer. Il y a la possibilité de changer, et cette façon de changer, je l'ai découverte à travers la permaculture. En effet, bon, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans des grands groupes comme Philips, comme 3M. Et bon, j'étais habité par ces questions, ces défis qui devenaient de plus en plus prégnants, et j'avais vraiment aucune idée de comment on pouvait se sortir de là. Et c'est là que j'ai entendu parler de la permaculture, notamment à travers une ferme pilote dans ce domaine, qui est la ferme du Bec et Loing. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de cette ferme. C'est une ferme qui est vraiment pilote en permaculture, qui est située en Normandie. Alors, j'ai fait d'autres stages dans d'autres fermes pour approfondir mes connaissances. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. J'ai entendu Paloma présenter la définition, effectivement, de ce qu'est la permaculture. Alors, c'est la définition de la permaculture, hein, slide juste avant. La permaculture, ce ne sont pas des techniques de jardinage, ce ne sont pas simplement des techniques agricoles. C'est véritablement une méthode de conception, d'installation humaine, au sens large, hein, c'est-à-dire ça peut toucher l'habitat, ça peut toucher l'énergie, la gestion d'un territoire. Et à chaque fois, en fait, cette méthode de conception est inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels, donc du fonctionnement de la nature. Alors, elle vise, donc c'est la slide suivante, les objectifs de la permaculture, c'est de créer des systèmes qui sont à la fois très productifs, donc qui vont, quand on parle de production alimentaire par exemple, donc c'est des jardins qui produisent beaucoup, à la fois économes en intrants, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter les imports d'énergie fossile, d'énergie au sens large, d'engrais, de façon à pouvoir fonctionner quand même avec très peu de ces intrants. Troisième objectif poursuivi, c'est un objectif de résilience, au sens de la capacité à absorber des chocs qui peuvent subvenir, par exemple des ruptures d'approvisionnement, des pannes d'électricité, des déplétions de sources énergétiques, etc. Et enfin, ce sont des systèmes qui ne génèrent pas de déchets, ou qu'au moins les déchets qui soient produits soient les ressources des autres. Alors, quand on applique tout ça au jardin, eh bien, l'idée, c'est de produire, de cultiver des fruits et des légumes qui sont à la fois sains, nutritifs et savoureux. Voilà, et ce, sans l'utilisation de pesticides ni d'engrais chimiques. Alors, comment est-ce possible? Ça mériterait pas mal de temps pour creuser ce point, mais globalement, on va vraiment s'appuyer sur la nature. Et je vais en reparler juste après. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la permaculture, elle s'appuie sur une éthique, sur 3 piliers. Prendre soin de la terre, prendre soin des personnes et partager équitablement les surplus. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a des principes de permaculture, il y en a une douzaine. Je vais rapidement en brosser quelques-uns. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est la valorisation de la diversité. Donc, essayer d'avoir le plus de diversité possible. Voilà, des vers de terre qui vont aérer la terre, des prédateurs qui vont manger une partie des ravageurs, comme les limaces ou les chenilles. Le deuxième grand principe, c'est d'utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Donc ça va totalement à l'encontre des injonctions de la société moderne, hein, c'est où on va chercher toujours à aller plus loin, plus haut, plus fort. Là, on est dans une idée de baisse énergétique, donc il va falloir s'adapter au fait qu'on a moins d'énergie, moins d'essence par exemple, ou à des prix beaucoup plus élevés. Donc il faut s'adapter à ça.
troisième grand principe, démarrer une production, et ça, l'idée c'est de devenir des producteurs en fait, au lieu d'être de simples consommateurs, c'est que chacun d'entre nous puisse produire une partie de la nourriture. Alors peut-être pas chacun d'entre nous, mais au moins de plus en plus de monde, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui produisent leur nourriture. Donc mon travail consiste à partager les connaissances associées à tout ça, hein, avec des formations. On a fait avec EcoWise 30 week-ends d'initiation à la permaculture et formé plus de 500 personnes. Slide suivante, s'il vous plaît, une ou deux même derrière, j'ai oublié de le dire. Donc là, on va se retrouver au jardin. Vous voyez des associations de culture. J'espère que tout le monde voit bien ça. Donc l'idée, bon là j'ai envie de vous inviter à venir dans le jardin, à percevoir en fait à la fois la diversité animale, la diversité végétale, aussi avoir une sensation de sérénité qui accompagne la présence dans le jardin. Christian Bobin a dit que le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Et j'aime beaucoup cette citation, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans cet univers qui fait jouer les 5 sens, qui fait jouer notre observation, et on se retrouve, quand on a bien travaillé à augmenter la diversité, entouré d'animaux, d'insectes, de plantes diverses, et ça fait du bien. Alors, pour conclure, j'aimerais vous inviter en fait à mettre vous-même les mains dans la terre autant que possible, et certains d'entre vous le font certainement déjà, mais qu'on soit vraiment de plus en plus nombreux à apprendre, à semer, à cultiver, à comprendre le fonctionnement de la nature, afin de développer cette résilience dont on va vraiment avoir besoin, afin d'être connecté à cette nature si importante, afin d'être des acteurs de la régénération de la biodiversité. Il ne s'agit pas seulement de protéger l'environnement, mais vraiment de le régénérer, et afin d'être plus sobre en énergie fossile notamment, et créer, être tous des acteurs d'une société véritablement durable. Voilà, encore quelques photos de mon jardin pour vous donner envie de vous y mettre avec toutes ces couleurs, et la slide encore d'après, pour finir. Donc, vous voyez, ça peut être à la fois productif et à la fois très, très beau et donner envie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.